Mais continuons toujours sur les pollutions accidentelles, les nouveaux risques et nos attentes pour demain. Pierre Karleskind, je vous laisse la place. Bon, Renaud, sache que je serais ravi de t'accueillir en région Bretagne pour échanger sur Visipol. Bon, je vois que vous avez mis une photo où j'ai l'air encore moins réveillé qu'aujourd'hui, c'est parfait. Merci. Enfin, c'est peut-être moi qui vous l'ai fourni en plus, donc vraiment, je devrais m'en prendre qu'à moi. Bref, revenons à quelle loi pour nous protéger des pollutions maritimes. Je ferai je ne serai pas très long et j'interviendrai sur deux sujets. D'abord, une petite réflexion, mais qui vient en complément de tout ce qui a pu être évoqué, notamment pendant la première partie, sur quels sont les progrès qui ont été faits en matière de sécurité maritime. Et ensuite, évidemment, quels sont les enjeux sur lesquels les lois doivent progresser. Ça vient d'être évoqué, les pollutions opérationnelles, les pollutions par dégazage sont en nette diminution. C'est une bonne chose, mais c'est une diminution qu'il convient d'approfondir, d'amplifier. Parmi ce qui s'est passé depuis le naufrage de l'Erika, en particulier, il y a eu les paquets Erika 1, les paquets Erika 2, le paquet Erika 3 qui a été adopté en mars 2009, dans lequel nous fondions évidemment un certain nombre d'espoirs, nous avions un certain nombre d'attentes et comme je l'ai dit hier, les mesures adoptées ont somme toute été un petit peu en deçà des ambitions qui avaient été affichées. Je parle en particulier du traitement des questions de responsabilité, que ce soit celle des propriétaires des navires ou bien celle des États du pavillon. Enfin, et il ne faut pas le négliger parce qu'une directive c'est un texte au niveau européen, il y a toujours la question de la transposition et la transposition dans les droits des différents États membres n'est pas encore achevée et cela est des difficultés qui se présentent pour l'application effective de la directive. En matière de progrès, il faut aussi relever la prise en compte du facteur humain. Cela a été largement évoqué. C'est vrai qu'on a longtemps considéré essentiellement des aspects à dominante technologique, mais il était important qu'on rappelle ici, et cela a été fait largement, que l'équipage est le premier élément de la sécurité du navire. Et je crois que cette idée s'impose progressivement et on a pu le constater aujourd'hui et hier. Cette prise de conscience, elle vient aussi du travail qui a pu être fait par les différents bureaux enquête accident mer qui se sont penchés sur les causes des différents accidents qui ont pu se proposer et la lecture des rapports, que ce soit du BEA mer en France ou bien de son équivalent au Royaume-Uni, on voit qu'il y a effectivement cela comme prise en compte. Mais ceci dit, il faut aussi qu'on ait une réflexion sur la façon dont on prend en compte ce facteur humain, car bien souvent, on s'intéresse à une analyse comportementale sur la passerelle. Qu'est-ce qu'a fait le commandant? Qu'est-ce qu'a fait son second? On a parlé à un moment de gouvernance entre le commandant et son second. Donc on réfléchit sur cet aspect, mais moi je voudrais dire, et c'est le sens de certaines des propositions qui peuvent être faites notamment par la région Bretagne ou à travers la conférence des régions périphériques maritimes, c'est la question des conditions de vie et de travail à bord. C'est l'agenda social maritime parce qu'on sait aussi qu'un équipage, il peut être bien entraîné, il peut être bien formé, mais que ses conditions de vie à bord vont à l'évidence altérer ses capacités à réagir en temps et en heure. Et je crois à ce titre que la récente ratification, notamment par la France, la Convention sur le travail maritime de l'Organisation internationale du travail, et la poursuite de cette ratification par d'autres États est un élément important et essentiel, ne serait-ce que sur la sécurité maritime. Évidemment, on ne peut pas parler du progrès technologique dans ce qui a évolué ces dernières années, que ce soit dans la conception des navires, dans les équipements techniques et technologiques à bord. On a eu une présentation très intéressante hier de comment on peut réfléchir dans la conception du navire pour qu'il puisse finalement en lui-même mieux préserver l'environnement en cas de survenance d'un accident.
Évidemment, la surveillance maritime, avec le rôle accru aussi de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, ont été évoqués SafeSeaNet, CleanSeaNet, mais évidemment aussi le Long Range Identification and Tracking System de l'Union européenne, qui permet d'avoir des informations sur les navires européens partout dans le monde. Donc des progrès qui ont été réalisés, mais aujourd'hui, c'est vrai, on peut se demander dans le plan réglementaire et le plan législatif, quels points peuvent encore être abordés. Un certain nombre l'ont été ce matin. Moi, je vais retenir 4 enjeux. Le premier, ce sont les pollutions chimiques. Le deuxième, le gigantisme des navires. Le troisième, le contrôle des navires dans les ports. Et enfin, la reconnaissance du préjudice écologique. Sur les pollutions chimiques, Monsieur de Barsac, représentant de la France, représentant adjoint de la France au FIPOL, a bien exposé l'état de la réglementation et du moins de la convention dite HNS. Et c'est important parce que vu l'augmentation du trafic de produits chimiques par voie maritime, on est clairement dans une question importante. Et à ce titre, moi je veux citer les conclusions d'un rapport du CEDRE. M. Rousseau reconnaîtra peut-être les siens. Les produits chimiques présentent par conséquent des risques qui se sont accrus, notamment par le gigantisme des navires, ce qui me permettra de faire la transition sur la suite, conjugué aux cadences imposées par la pression des marchés mondiaux. La menace d'un déversement accidentel de produits chimiques en mer inquiète et interroge de nombreux acteurs institutionnels et économiques, car la pollution engendrée est souvent invisible et peut sembler maîtrisable. Les pollutions chimiques, même si avoir des solutions faciles, réglementaires et simples aujourd'hui est encore une chose un peu compliquée à aborder, est un élément à aborder. Le gigantisme des navires. On a parlé ce matin de navires pouvant aller jusqu'à 18 000 boîtes, quand il y a 5 ans à peine, on parlait de 13 000 qui nous paraissaient déjà absolument énorme. Évidemment, c'est un élément qui va de soi, j'allais dire, dans le transport maritime, cette augmentation dans la rationalisation du coût économique, mais également dans l'efficience énergétique du transport maritime. Mais évidemment, cette massification observée du transport maritime pose des questions en termes de sécurité maritime. Pour les porte-conteneurs, c'est évidemment la gestion des containers, que ce soit les pertes accidentelles qui peuvent arriver en mer. On a bien vu, c'était dans la Manche, le MSC Napoli qui en 2007 a perdu, c'était 2000 conteneurs. On a bien vu que nous avions toute difficulté, quand j'ai dit nous, c'est pas nous, mais les services compétents avaient toute difficulté à gérer toutes ces boîtes qui se sont retrouvées au milieu de la Manche, dans un endroit où la circulation maritime est particulièrement importante. Cela doit nous interroger sur qu'est-ce qui se passe si demain 18 000 boîtes se retrouvent à l'eau. Pour les navires de croisière, ça a été évoqué juste avant, c'est évidemment, on pourra discuter très longtemps de l'opportunité de l'idée que le navire doit rester en mer jusqu'à être remorqué. Et, enfin, je ne reviendrai pas sur le débat juste avant, mais c'est vrai que le Costa Concordia nous interroge forcément sur ce que nous devons faire. Sur globalement la question du remorquage, puisque c'est aussi une des grandes idées. On remorque le bateau jusque soit un port refuge ou un port pour les passagers. La question se pose de l'installation de dispositifs de remorquage d'urgence, qui n'a pas été imposé aujourd'hui aux porte-conteneurs, aux paquebots, contrairement aux pétroliers, et c'est un sujet dont pourrait s'emparer l'OMI. Enfin, le contrôle des navires dans les ports. La difficulté est essentiellement d'ordre technique. Les contrôles réalisés sur les navires qui fréquentent nos ports peuvent évidemment poser question. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Parce que je suis en train de m'étouffer, essayer de... Oui. Merci. Donc, aujourd'hui, nous manquons... Oui, il ne faudrait pas qu'il tombe. Non, mais c'est bon. On comprend bien que nous manquons d'hommes et de temps pour faire les contrôles. Et il faut évidemment se poser la question, demain,
d'améliorer le côté technologique de ces contrôles et permettre finalement, avec des moyens que nous souhaitons croissants, mais également plus performants avec les outils technologiques de contrôle. C'est un enjeu, je dirais, de façon plus, qui est plus technique. Et puis également, finalement, puisque j'évoquais la question de la condition de vie à bord, eh bien, je pense qu'il faudrait aussi que ces contrôles s'intéressent concrètement aux conditions de vie à bord et aux conditions de travail à bord. Il faudrait qu'il y ait une vraie avancée là-dessus. Et enfin, la reconnaissance du préjudice écologique. Cette question a largement été discutée hier et aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il faudra, on l'a bien vu, que le niveau international s'en saisisse, mais on voit bien que le temps que les choses avancent peut parfois poser question, en tout cas nous interroge nous, et au niveau européen, il y a probablement des choses à avancer et pourquoi pas à faire. 3 hypothèses pourraient être imaginables au niveau européen, et je conclurai là-dessus. La définition d'un régime de responsabilité pour les atteintes à l'environnement, qui pourrait être défini à l'échelle européenne. C'est quelque chose qui existe pour le volet terrestre et qui a été exclu en raison de l'existence des conventions internationales du volet maritime. Et pourquoi pas demain réfléchir à une extension. En tout cas, nous savons que la Commission européenne y réfléchit au moins pour les plateformes pétrolières. La deuxième hypothèse, c'est une forme d'uniformisation des méthodes d'évaluation du préjudice. C'est ce qui existe aujourd'hui aux États-Unis et qui évidemment simplifierait pour les différentes victimes l'accès à l'indemnisation. Et enfin, cela avait été avancé à la suite de l'ERICA, la mise en place d'un fonds au niveau européen sur l'indemnisation. L'idée avait été lancée mais n'avait pas réussi à atterrir. Donc voici 3 propositions pour avancer sur ce sujet et j'espère que nous aurons l'occasion d'en discuter et d'évoquer cela après. Merci. Merci bien. Donc, 2 régions victimes de ces naufrages ont souligné des enjeux, des inquiétudes, finalement, par rapport à des points qui n'auraient pas forcément été traités dans le paquet ERICA 3. Monsieur